Donc, je suis Cécile Jolas, présidente de l'association Mata Agri. J'ai la chance de modérer, animer cette table ronde. Je ne sais pas le terme exact qu'il faut choisir. Juste en introduction de cette table ronde, c'était pour dire que je découvre le sujet des perturbateurs endocriniens. Je ne suis absolument pas spécialiste, mais il y en a ici avec nous pour pouvoir justement en parler. Les perturbateurs endocriniens, donc c'est quand même une vaste famille de composés qui est capable d'interagir avec notre système hormonal. On rappellera un petit peu après de quoi il s'agit. Ils sont présents dans de nombreux produits chimiques qui sont notre quotidien, plastique, carton, produits phytosanitaires. Le rapport de l'OMS de 2012 en a classé près de 800 substances chimiques comme des substances qui ont des propriétés perturbatrices endocriniennes avérées ou suspectées. Et l'INSERM a déjà posé l'étude des perturbateurs endocriniens comme un enjeu majeur pour le corps médical et les pouvoirs publics, dans un souci de protection des populations vulnérables. Il y a un sondage de l'IRSN de 2019, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est un terme un peu qui fait peur, a montré que plus de la moitié des Français expriment une inquiétude face aux risques liés aux perturbateurs endocriniens et que seulement 10% ont confiance en les autorités pour les protéger. Tous les secteurs sont concernés, et donc y compris le secteur agroalimentaire, qui n'échappe pas à ces enjeux de protection, qu'il s'agisse de la production amont, avec notamment les contenants alimentaires, dont on parlera juste après, ou l'utilisation des produits phytosanitaires, qui est un sujet notamment sur notre territoire, dans la plaine de Nice. Alors, dans ce contexte où les PFAS, qui sont donc une famille de composés chimiques qui a été retrouvée dans le sang de tous les Français lors des enquêtes de surveillance, ou quand Santé publique France estime que l'exposition environnementale et professionnelle aux pesticides est un enjeu actuel de santé publique et doit répondre à des attentes sociétales fortes, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: un autre système agroalimentaire est-il possible ? Avec nous aujourd'hui, Jean-Baptiste Fini. Voilà. Vous êtes professeur au Muséum d'histoire naturelle, référent de l'axe santé-environnement de l'Institut de santé globale de l'Alliance Sorbonne Université. Et vous travaillez depuis une vingtaine d'années déjà sur les effets des polluants environnementaux sur la santé humaine, et vous faites partie du groupe de travail de l'ANSES sur les perturbateurs endocriniens. Une petite phrase, je vous cite: « Quand on dégrade notre environnement, ça nous revient en boomerang ». Laurence Huck, vous êtes toxicologue, directrice de recherche à l'INRAE, coordinateur du réseau Olimitox, qui est le réseau scientifique pour l'évaluation intégrée des pesticides toxiques pour la mitochondrie. Je vous cite: « Je suis une chercheuse engagée ». Fanny Giancetto, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Sorbonne Nord. Vos travaux de recherche portent sur le droit de l'alimentation et notamment sur la question de la réglementation des pesticides et des PFAS. Vous êtes aussi cofondatrice d'Écotable, le label de la restauration durable. Je vous cite: « Le premier acte militant, c'est dans l'assiette qu'il se passe ». Mathilde Roussel, conseillère municipale de la ville de La Rochelle, en charge de la restauration scolaire. Vous êtes aussi vice-présidente de la communauté d'agglomération de La Rochelle, en charge du plan alimentaire territorial, que nous appellerons PAT, et du programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Je vous cite: « L'alimentation durable, c'est un enjeu triple. Préserver la santé des mangeurs par une alimentation saine et locale, garantir une juste rémunération aux agriculteurs et produire dans le respect de la terre et de la mer, en préservant la qualité de l'air, des eaux et des sols », tout un programme. Et enfin, avec nous, Emmanuel Marchand, paysan, de la ferme du Mont d'Or sur la commune du Tout, installé depuis 2010 sur la ferme familiale, dans un objectif de faire de ce lieu un espace de biodiversité, de production, de transformation et de pédagogie. Sur quelques 100 hectares que compte la ferme, vous cultivez en bio de nombreuses céréales, des légumineuses et du thym. Je vous cite: « Je suis un paysan en résistance ». Merci à vous d'être là aujourd'hui. Je vais commencer avec Jean-Baptiste sur une approche un peu générale, une entrée en matière. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ? On va en passer par là. Et en quoi, justement, la perturbation de notre système endocrinien, ça a des impacts, et notamment, quel est le rôle des hormones ?
Alors, vaste sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques qui vont prendre la place des hormones, qui vont empêcher l'action des hormones et qui donc vont entraîner des cascades de réactions dans notre organisme et dans ceux des animaux qui peuvent aller jusqu'à un effet délétère, néfaste, donc une perte de fonction physiologique. Ça, c'est la définition qui a été actée par la Commission européenne en 2016. Donc, il faut qu'on ait 3 volets, hein, une perturbation des hormones, un effet néfaste et un mode d'action entre les deux. On a une définition qui date d'un peu plus longtemps, celle de l'OMS 2002, qui est que c'est une substance ou un mélange de substances exogènes, donc on ne produit pas nous-mêmes, qui vont perturber le bon fonctionnement des hormones et qui peut avoir des effets néfastes sur nous-mêmes ou sur notre descendance. Et donc là-dedans, on va avoir tout ce qui va être communication entre les organes. Il faut avoir en tête qu'une hormone, c'est un messager chimique qui va permettre de délivrer un message entre deux organes qui ne peuvent pas communiquer autrement que par la circulation sanguine. Et donc ces messages vont être de faire proliférer les cellules, de faire migrer certaines cellules. Ça va être aussi de produire ou pas certaines hormones. Et donc on a un contrôle, on a un modérateur de tous ces messages qui est au niveau du cerveau. On a 2 glandes qui s'appellent l'hypothalamus et l'hypophyse qui permettent de gérer tout ça. Et donc, les perturbateurs endocriniens ont été nommés comme ça en 91 à la conférence de Wingspread, à la suite de constats qui avaient été faits dans la nature, donc des problèmes de reproduction qui avaient été vus notamment avec les panthères, avec les alligators, avec le DDT, donc un pesticide qui avait été épandu après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, en fait, on commençait à voir que la persistance dans l'environnement impactait la reproduction de ces espèces. Il y avait aussi la fragilisation des coquilles d'œufs, des oiseaux, on en a parlé un petit peu ce matin aussi. Donc on avait des choses in natura. Et puis il y avait aussi toute la suite de l'affaire du Distilbène, donc des médicaments qui avaient été donnés à des mères enceintes pour éviter les fausses couches, mais qui n'avaient non seulement pas d'effet sur l'amoindrissement du nombre de fausses couches, mais qui en plus a provoqué des cancers extrêmement rares chez les enfants qui ont été exposés in utero. Tout ça fait que Theodora Colborn a convié une vingtaine de toxicologues médecins pour parler de tout ça. Et le terme de perturbateur endocrinien est né en 1991. Et une des chercheuses qui était présente, c'est Anna Soto, elle avait montré à ce moment-là qu'un tube en plastique qui contenait un milieu de culture pour cultiver des cellules humaines de cancer du sein, eh bien, ces cellules proliféraient juste parce que en fait, le milieu de culture avait transité dans un tube en plastique. Et c'est le plastique lui-même qui n'était pas inerte et qui avait relargué une molécule, le nonylphénol, et qui enclenchait la production, la prolifération des cellules cancéreuses. Et donc là, c'était la première fois qu'on avait non seulement un constat au niveau de l'environnement, mais aussi chez l'homme, qu'une perturbation de nos hormones pouvait entraîner, en tout cas, de la prolifération de cellules et peut-être les cancers. Et donc, juste pour dire qu'on partage les mêmes hormones. Nous sommes un animal et on partage les hormones avec les vertébrés. Nous avons les mêmes hormones, les hormones thyroïdiennes, les hormones œstrogènes, androgènes, ce sont les mêmes. Donc, on a les mêmes voies de signalisation. Et donc, une perturbation de nos hormones ou de celles des animaux doit nous questionner sur les conséquences que l'on va avoir sur l'environnement ou, à l'inverse, si on voit un effet chez un animal, peut-être qu'on doit s'inquiéter sur les effets que ça peut avoir chez nous. Du coup, tu as rappelé le rôle des hormones. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie, on sait qu'on a la construction du système endocrinien, qui sont plus sensibles que d'autres. Et du coup, quels impacts aussi cette perturbation endocrinienne va avoir comme effet, notamment sur la santé humaine ? Donc oui, les hormones ont des impacts différents en fonction de nos périodes de vie. Donc on a un gros changement et une énorme action de différentes hormones pendant les 1000 premiers jours, donc de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc cette période-là est une période de vulnérabilité aux produits chimiques parce que justement les effets des hormones sont multiples et surtout vont être la majorité des cas irréversibles dans le sens où en fait tout est en train de se mettre en place.
Donc, des modifications à ce moment-là, on a entendu parler d'épigénétique ce matin et le fait qu'on pouvait réverser certains effets, et bien là, c'est un peu plus difficile à cette période-là, d'où la période de vulnérabilité. On a aussi des pics en hormones qui vont avoir lieu pendant la puberté, et là aussi, on a une période de vulnérabilité. C'est-à-dire que l'exposition à ces produits chimiques va impacter nos hormones, et les conséquences peuvent être visibles tout de suite, mais peuvent aussi avoir des conséquences plus tard. Et c'est un peu tout le problème finalement qui est celui des perturbateurs endocriniens, c'est qu'on ne va pas forcément avoir une conséquence tout de suite. On peut être sensibilisé à une autre exposition, c'est-à-dire qu'on va juste, je vous donne un exemple, l'exposition au pyriproxyphène, qui est un pesticide, va entraîner la production d'une protéine dans notre organisme qui va être nécessaire pour la réplication du virus Zika. Et donc, si on est exposé, eh bien, on va être susceptible à ce risque de développer plus fortement un syndrome de Zika, parce que juste, on a été sensibilisé. Et donc, ça fait partie des conséquences très difficiles et qui peuvent être personnes dépendantes. Si vous n'avez pas été exposé, vous ne développerez pas la même pathologie. Et donc, la réglementation a mis du temps à se mettre en place pour comprendre en fait les enjeux derrière tout ça, de comprendre qu'on pouvait avoir des effets donc plus tard dans notre vie, mais même voir chez les petits, quoi. Donc des effets multigénérationnels. Tu as rappelé le rôle des hormones. Effectivement, le rôle clé de la période des 1000 jours. On sait que c'est un enjeu fort. On parlera notamment aussi de ce qui est fait à la ville de La Rochelle sur le programme Jeunes Pousses, par exemple, pour accompagner les mères de famille. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde on va dire ton travail depuis maintenant de nombreuses années, qui est plus spécifique sur les contenants alimentaires, qui est du coup un autre axe de toutes ces substances chimiques et plastiques qu'on va retrouver du coup dans notre environnement. Est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu comment ces substances qu'on retrouve dans ces contenants alimentaires interviennent, où on les retrouve, et est-ce qu'il existe des alternatives aujourd'hui ? Oui, alors une partie de mon travail a été aussi, donc, comme tu l'as rappelé, de regarder les contenants alimentaires. Pourquoi ? Parce que en 2017, le collectif de parents Cantine sans plastique était venu me voir en me demandant justement de raconter l'histoire que je vous ai narrée juste avant sur le plastique et le fait que ça faisait proliférer des cellules cancéreuses humaines. Et en fait, je me suis dit, mais bon, si on regarde un peu dans notre rétroviseur, là, en 2017, on voit que l'ANSES, donc l'Agence nationale française, a interdit le bisphénol A pour le contact alimentaire. Donc le bisphénol A, ce qui a été déjà rappelé ce matin, mais c'est un composé chimique qui a été synthétisé à la fin du 19e siècle, qui a été testé pour ses propriétés de mimer les hormones féminines en 1938. Donc la publication date de 1938. Et ça a été oublié et ça a été récupéré dans les années 50 par Bayer, et qui a montré que ça faisait un super plastique, polycarbonate, transparent, solide. Et donc, ça a été utilisé. Et on a redécouvert finalement les propriétés de perturbations endocriniennes et de fait que ça mime les hormones féminines dans les années 2000. Et donc, les effets faible dose de ce bisphénol-A ont été mis en exergue par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité alimentaire des travailleurs et de l'environnement, et donc une interdiction pour janvier 2015 dans les contenants alimentaires. Sauf que, donc c'était super, on était un peu précurseurs en France vis-à-vis de l'Europe, parce qu'à ce moment-là, l'Agence européenne dit non, il n'y a pas de problème avec le bisphénol-A. Sauf que 10 ans après, en 2025, on a une interdiction du bisphénol A en Europe. Donc voilà. Donc l'Europe qui freinait, je crois, au début. L'Europe qui freinait, donc qui avait dit 10 ans auparavant, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il y a, c'est que les substituts du bisphénol A, on a mis du bisphénol S ou du bisphénol F. Et en fait, ces composés-là étaient moins documentés à l'époque, mais on se rend compte, donc 10 ans après, que ce n'est pas mieux. Donc ces composés-là peuvent aussi avoir des propriétés de perturbation endocrinienne. Ce qui a poussé l'Europe, le 17 décembre 2025, à interdire aussi le bisphénol S en contact avec les aliments.
Donc on est sur quelque chose où je me suis dit, mais est-ce qu'on va apprendre un jour de nos erreurs? Et là, on a une loi qui s'appelle la loi Egalim qui va interdire au 1er janvier 2025 les contenants alimentaires en plastique dans les cantines françaises, mais on va remplacer par quoi? Donc quels sont les substituts qui vont être, qui vont être mis? Et donc j'ai proposé un projet de recherche à l'Agence nationale de recherche, l'ANR, qui s'appelle Polysafe, dans lequel on a testé non pas l'analyse des produits chimiques qui migrent dans l'aliment, mais l'analyse sur le système hormonal pour voir si on avait une perturbation des hormones avec les molécules qui migrent des contenants alimentaires. Et donc comme ça, on pouvait évaluer le plastique, la cellulose qui était vue comme chose qui pouvait remplacer le plastique, l'inox et le verre. Et donc je vous la fais courte, mais tout ce qui était à la base vu comme le remplaçant et le substitut idéal du plastique parce que c'était aussi léger, c'était jetable. Et donc c'est cette cellulose. Donc cellulose, vous voyez ce que c'est, hein, c'est la boîte d'œufs, sauf que vous avez toujours vu qu'une boîte d'œufs, ce n'est pas étanche. Et donc on a un film plastique qui est la chose qui est au contact de l'aliment quand même. Et donc, au niveau sanitaire, ça n'a pas vraiment de sens. Au niveau environnemental, peut-être, parce qu'on réduit la quantité de plastique qui est mis à la benne, et on sait que le recyclage n'est pas bon. Donc, peut-être, au niveau environnement, ça a un impact. Mais par contre, au niveau sanitaire, la question se posait. Et donc, tout ce qu'on a testé en cellulose, en fait, perturbe les hormones. Alors, nous, on a des modèles qui sont des modèles aquatiques. Et donc, on a vu que ça perturbait soit les hormones thyroïdiennes, soit les hormones masculines, soit les hormones féminines. Et donc, la résultante de tout ça, c'est de se dire, finalement, on a des substituts qui ne sont pas mieux. Et heureusement, j'ai envie de dire, le ministère de l'Agriculture a donné comme recommandation en fin 2024 que seuls les contenants en verre, inox, porcelaine et céramique suivaient la loi Egalim, et que jusqu'à preuve du contraire, les contenants en cellulose n'étaient pas conformes à la loi. Donc pour l'instant, on en est là. Vous avez vu comme moi qu'on est en février maintenant 2026. Donc ça fait 1 an que la loi est applicable en France et que la plupart des cantines françaises n'ont pas fait le switch de passer au sans plastique. On verra ce que Mathilde... qu'est-ce qui se fait à La Rochelle. D'ailleurs, je crois qu'il y a un programme de recherche avec une collègue à toi, Mathilde Touvier, sur le PAC Score. Oui. Bon, on en reparlera. Je sais pas. Qui vise notamment à. Oui, donc du coup, on a fait aussi des connexions avec justement l'Université Paris-Nord, avec Mathilde Touvier, qui est donc directrice de recherche INSERM et qui s'occupe de la cohorte Nutrinet Santé, qui est une cohorte à laquelle vous pouvez tous participer. Donc c'est une cohorte où les gens déclarent ce qu'ils ont mangé, mais ils scannent aussi les codes barres de ce qu'ils mangent tous les jours. Donc c'est 24 heures tous les mois, où il faut vraiment, matin, midi, soir, vraiment scanner tout ce qu'on consomme. Et à partir de là, en fait, il y a des associations qui sont faites entre des items de santé. Donc les gens sont suivis à l'hôpital, pas tous, mais on va dire qu'il y en a 20 000 sur les 180 000 qui sont suivis. Et donc, il y a des choses qui sortent, c'est-à-dire l'exposition à certains additifs alimentaires va être corrélée avec une hypertension, un diabète de type 2, etc. Donc ça, vous les voyez quasiment tous les jours, tous les mois, on va dire, dans la presse. Mathilde Touvier et son équipe qui montrent ça. Et donc là, elle s'est posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait faire le même type d'association avec un emballage alimentaire et des items de santé. Et donc, on a un projet collaboratif donc, qui est Food Contact, dans lequel notre but ultime serait d'arriver à, comme il y a le Nutri-Score avec la qualité des aliments, eh bien, on aimerait montrer qu'il y a aussi des qualités d'emballage. Donc, et d'avoir le même effet vertueux que le Nutri-Score a pu avoir sur le mode de consommation, mais aussi sur le mode de production. C'est-à-dire à la fois influencer les choix des personnes qui consomment, mais aussi les gens qui les produisent, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler le tonnage de plastique aujourd'hui ? 450 millions de tonnes par an produits en 2025, sachant que 70% va se retrouver dans l'environnement. Donc dans l'environnement proche, hein, c'est-à-dire les rivières et l'océan. Et donc avec un recyclage qui est très problématique dans le sens où on ne sait pas faire tout le recyclage de tous les plastiques. Donc ce qui est bien recyclé, c'est le polypropylène ou le PET, donc les bouteilles en plastique.
mais les autres, et encore, c'est pas infini, c'est pas comme le verre. Hein. On a un nombre de cycles de recyclage qui est possible. Donc 7 cycles pour le PET, 10 cycles pour le PP. Et après, on se retrouve avec des objets qui vont être faits avec le PET ou avec le PP, mais qui ne sont pas, qui ne seraient plus recyclables. Donc type les polaires qu'on va avoir. Donc ça va devenir quand même un déchet au bout d'un moment. Donc ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation et on est sur quelque chose d'exponentiel. Juste pour vous donner un ordre d'idée, si on veut réduire de 50% la production plastique mondiale, il faut revenir à 2016, il n'y a pas longtemps. Okay. Si on veut réduire en France, on retombe à 96. Donc nous, on a un effort qui est plus important en France qu'au niveau mondial, mais ça veut dire que la production mondiale est vraiment sur quelque chose d'exponentiel. J'imagine que tu as suivi la campagne du principal syndicat de plasturgie. Le plastique, ils disent plus le plastique, c'est fantastique, mais plastique, c'est logique. Voilà. On reviendra tout à l'heure aussi, suite à l'intervention de Fanny, sur comment la réglementation voit le mode de preuve, justement, comment il y a cette approche un peu aussi, comment on demande un mode d'action scientifiquement pour prouver qu'il y a un impact lié à certaines substances. On a évoqué le rôle des contenants alimentaires. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans la chaîne. On est parti du contenant, mais on va se rapprocher un peu de la production. Comment ils arrivent, ces aliments, et plus spécifiquement, tous les intrants qu'on utilise dans la production agricole. Et je voudrais peut-être, Laurence, que tu nous fasses un petit focus justement sur toi, ton sujet qui est les pesticides, notamment, entre autres, pas que, et nous évoquer un petit peu justement aujourd'hui comment ils s'utilisaient, quels sont les principaux effets aujourd'hui qui sont rencontrés, mais aussi nous refaire un peu l'historique, parce que c'est pas récent en fait aujourd'hui les conséquences de l'utilisation de ces substances, c'est même assez ancien. Voilà, si tu peux me refaire cette petite mise en contexte. Vaste sujet aussi, merci beaucoup. Alors oui, je vais plutôt parler de la production alimentaire et non ce qui produit les aliments bruts de base qui peuvent être transformés derrière. Donc effectivement, actuellement, l'essentiel de notre production alimentaire dépend d'une agriculture intensive qui utilise énormément d'intrants. Alors les intrants, c'est quoi? C'est juste des substances chimiques qu'on va rajouter sur les cultures pour maîtriser la production et limiter les pertes. Donc ça peut être des engrais, ou ça peut être effectivement des pesticides ou produits phytosanitaires, comme on dit de façon plus polie. Mais les pesticides sont des substances qui sont synthétisées et utilisées pour éliminer, donc tuer certains organismes. Donc parmi les pesticides, on dénote 3 catégories. Des pesticides qui vont s'attaquer à ce qu'on va considérer comme des mauvaises herbes, donc les herbicides, dont vous connaissez sûrement le glyphosate ou le Roundup, là. Des fongicides qui vont s'attaquer plutôt aux champignons et type moisissure. Donc ça, très utilisé en viticulture, sur les fruits et également sur les céréales pour leur conservation. Et puis, on a aussi les insecticides, dont les néonicotinoïdes par exemple, qui sont des produits qui vont être designés pour tuer donc des petits organismes, donc des ravageurs, des pucerons qu'on va considérer comme ravageurs, mais qui vont aussi avoir des effets sur l'ensemble des insectes puisqu'ils ne sont pas spécialement sélectifs. Voilà. Donc on a ces 3 catégories-là de pesticides qui vont être utilisés en agriculture intensive, par exemple, pour une pomme, entre le moment où la culture débute et son arrivée dans votre assiette, il va y avoir environ 36 traitements qui vont être faits sur la saison, avec au final, sur la pomme telle qu'on va la consommer, donc, en modalité d'agriculture intensive, on va retrouver 6 à 9 résidus de pesticides. Voilà. Donc ça appelle, vous voyez, à l'usage de nombreuses substances chimiques. Comme je vous l'ai dit, c'est des substances qui sont créées pour atteindre à la vie de certains organismes. Donc ils ciblent des mécanismes fondamentaux de
de vie. Les mauvaises herbes, par exemple, on va les éliminer en coupant la photosynthèse, donc en évitant qu'elles grossissent. Donc le glyphosate, par exemple, ça va faire jaunir les cultures et les tuer. Les fongicides, alors moi je travaille sur des fongicides qui vont s'attaquer à tout ce qui est respiration cellulaire. Donc ça tue la respiration cellulaire du champignon et ça évite son développement. Et les insecticides, beaucoup d'insecticides font appel au ciblage du système nerveux et donc vont plutôt être des neurotoxiques. Donc là, petit à petit, vous voyez comme je dérive, c'est très important d'avoir en tête la façon dont ces substances-là chimiques sont créées pour avoir une toxicité et malheureusement, l'usage contrôlé des pesticides ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le pesticide tel qu'il va être utilisé va migrer, on va en retrouver dans l'air, on va en retrouver dans l'eau, dans le sol, et on va en retrouver aussi sur nos aliments. Et les pesticides ne ciblent pas directement le petit puceron qu'on veut éliminer ou la petite moisissure. Le pesticide est là et tout organisme en contact avec ce pesticide va pouvoir réagir et subir la toxicité aussi. Donc c'est vrai que moi, au début, naïvement, en fait, je m'étais dit, puisqu'on nous vantait l'usage contrôlé et la maîtrise du risque dans la consommation des produits alimentaires, je m'étais dit, en fait, les substances chimiques, un insecticide, il va choisir le cerveau du puceron qu'on veut éliminer, mais ne va surtout pas affecter l'abeille. Et en fait, quand on regarde les résultats et en tout cas de la littérature scientifique indépendante, c'est là où en fait la chute a été rude, puisqu'on a vu qu'il n'y avait aucune spécificité en fait qui était engagée dans le processus industriel et que c'était au petit bonheur la chance, en tout cas. Il valait mieux pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment si on est une abeille, mais qu'en gros, il n'y a rien qui discriminait un ravageur d'un insecte bienfaiteur ou juste qui est là, quoi. Voilà. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on est quand même exposé à un très grand nombre de pesticides. Il y a environ 1500 substances actives qui sont disponibles sur le marché européen. Et au niveau, en tout cas, ceux qui sont en cours d'utilisation, on est environ à 500 substances. Donc vous imaginez les combinaisons, les cocktails, puisque, comme je vous l'ai dit, pour une pomme, par exemple, traitée 36 fois, on a des combinaisons d'herbicides, fongicides à différentes doses et à différents niveaux. J'ai lu que la pomme de terre aussi était extrêmement subissait plus d'une trentaine de traitements, je crois. En fait, toutes les cultures où il y a une forte pression économique, ce qui est le cas de la pomme, les pommes de terre, mais aussi les céréales. Enfin voilà. Donc c'est là où ils assurent en fait la conservation et aussi le transport, puisqu'on est dans une économie mondialisée et qu'on mange des patates qui ont fait parfois le tour du monde pour arriver dans nos assiettes. C'est vrai que sur Endotrouble, on est très axé quand même santé publique, santé humaine. Je voudrais quand même que tu nous rappelles quand même les effets aussi que les perturbateurs endocriniens ont sur les écosystèmes végétaux et animaux qui font partie aussi de notre écosystème à nous et quel impact ça, parce que je pense que c'est pas toujours suffisamment mis en avant. On a beaucoup parlé de l'acétamipride évidemment dans le cadre du plomb, mais c'est tout un pan que j'aimerais juste peut-être que tu mettes un peu en lumière. Oui, alors déjà donc là moi je suis allée c'est vrai sur les pesticides et leur effet toxique, mais ils ont de nombreuses propriétés en dehors de celles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des effets cancérigènes et des effets perturbateurs endocriniens, donc de perturber les hormones de façon générale. Dans les recherches que je développe maintenant en travaillant sur des fongicides qui bloquent la respiration cellulaire, du fait de ce mécanisme conservé, en fait, on réalise des études sur différents modèles vivants. Donc, on fait des études sur des cellules humaines, sur des poissons, sur des abeilles, sur des vers de terre. Et ce que l'on observe en laboratoire, c'est que finalement, les altérations sont conservées, quel que soit l'être vivant testé.
Et c'est parti, comme l'a présenté Jean-Baptiste, aussi dans les années 50, en fait, les premiers travaux, et les travaux notamment de Rachel Carson, ont décrit les effets d'un insecticide qui est le DDT, qui était utilisé en épandage aérien, et c'était vraiment des nuages de neige qui tombaient sur les champs, les écoles, les villes et les habitations. Et là, les effets qui ont été observés étaient vraiment êtres vivants, et d'ailleurs tutti plurivivants, on pourrait dire ça, c'est-à-dire que tous les êtres vivants étaient affectés, que ce soit l'entomofaune qui vivait dans le sol, les poissons, les oiseaux, et la santé humaine aussi. Et ça a été décrit dans le premier ouvrage qui décrit très bien tout ça, c'est Silent Spring, donc Printemps silencieux de Rachel Carson, qui a été publié en 1962 et qui décrivait justement tous ces effets conservés du DDT sur toutes les espèces vivantes. Et là, c'est volontairement ignoré, ces effets-là. Souvent, quand on demande à ce qu'il y ait une prise en compte intégrative des données que l'on a sur la perturbation endocrinienne ou sur une toxicité, on veut dire, ah oui, maintenant, mais les effets que l'on voit, on les voit en premier chez les poissons, mais chez l'humain, ça va aller, on nage pas, mais en fait, la plupart du temps, ça se reproduit, c'est juste que l'accès aux preuves prend plus de temps. Et justement, pour les effets des pesticides, et si on parle des conséquences qu'ils ont sur la santé humaine, de plus en plus, maintenant, on peut estimer que les preuves que l'on produit ne font que confirmer des données qu'on a eues en laboratoire ou des données qu'on a eues dans la nature sur l'observation de leur toxicité et sur la perturbation endocrinienne notamment. Donc il y a cette conservation du vivant de toute façon, quand ça touche à des processus de vie fondamentaux qui sont régulés et conservés au cours du règne vivant, eh bien les altérations sont quand même globalement très bien conservées aussi. On a l'impression que l'industrie a toujours un temps d'avance. Soit il produit des plastiques nouveaux parce qu'on lui dit celui-ci a des effets, je vais trouver un substitut, on interdit le DDT, etc. Mais il y a toujours d'autres molécules, tu parlais de milliers de substances. Est-ce que tu n'as pas cette impression qu'à un moment donné, la recherche est toujours en train de courir après l'industriel? Et est-ce que la question, tu es une chercheuse engagée, est-ce qu'il faut attendre la preuve absolue à un moment donné? Alors ça, c'est tout un débat philosophique. Alors pour ce qui est il est évident que les industriels ont de l'avance du fait que c'est eux-mêmes qui synthétisent leurs substances, donc on ne peut pas les avoir avant. Et c'est qu'ils font beaucoup plus de tests dans leur laboratoire que les tests qui sont demandés au moment du dépôt d'autorisation de mise sur le marché. Donc pour les pesticides, enfin en tout cas depuis les années 2000, on peut estimer que l'Europe est dotée quand même d'un système réglementaire relativement efficace qui a permis d'écarter du marché des substances très toxiques. Mais il y a encore de nombreuses failles et c'est là où on intervient. Mais il faut savoir que même si les industriels ont de l'avance, si la réglementation, c'est-à-dire au moment où on leur demande, produisez des connaissances scientifiques pour montrer que la substance n'est pas toxique et que là, il y ait un examen indépendant des dossiers pour choisir quel produit on met sur le marché et quel on va débouter, eh bien ça pourrait nous protéger et nous protéger collectivement. Mais en fait, là, ce qu'on estime, c'est qu'il y a des trous dans la raquette et que de nombreuses substances qui s'avèrent chimiques, qu'on va déterminer par des études indépendantes 20 ans après, ont quand même passé la barrière de la réglementation. Donc ça, c'est un gros problème. Alors, je ne me rappelle plus ta question sur l'incertitude. Alors, par exemple, si on reprend le cas, bon, je m'éloigne des pesticides, mais par rapport au bisphénol A et puis à tous ses congénères. Finalement, quand un chimiste regarde toute la famille, un chimiste qui a du bon sens dit, bon, ok, donc si le bisphénol A, dont l'idée initiale, c'était d'en faire un contraceptif, qu'on met 60 ans à redémontrer que c'est un perturbateur endocrinien, soit, qu'on le démontre et qu'en fait, on dit, bon, on n'interdit que celui-là, mais on laisse les autres. Ça, quand même, intellectuellement, ça pose un problème. Et finalement, est-ce qu'il faut arriver au même niveau de preuve en passant le bisphénol S et le bisphénol F pour réclamer la même interdiction ?
là, ça semble pas être du bon sens et n'importe quel enfant pourrait vous dire mais vous êtes des gros débiles. Donc, mais le problème au niveau réglementaire, c'est qu'on en est encore à la réglementation des substances de façon individuelle et pas déjà la prise en compte de non effet famille. Il y a eu des cas où ça a à peu près marché sur les hydrocarbures, sur les dioxines et sur les néonicotinoïdes. Quand il y a eu une interdiction par une loi, donc pas par une réglementation, mais par une loi, d'interdire les néonicotinoïdes, c'était d'interdire des pesticides qui ciblent particulièrement un petit récepteur dans le cerveau. Donc là, ça a quand même permis de retirer du marché notamment l'acétamipride, donc retirer l'ensemble des néonicotinoïdes. Donc le niveau, là où les industriels et même certains régulateurs sont très habiles, c'est qu'ils défient les scientifiques de dire oui, non, mais là, t'es pas encore sûr, continue de faire des manips. Et nous, ça, en fait, on adore faire des manips. Donc on a envie finalement de servir, de dire oui, on va vous le prouver. Mais en fait, il y a effectivement ce piège, si que les industriels disent ah oui, mais pendant ce temps, on continue l'exposition. Et quand il y a eu, en tout cas, on a lancé une alerte sur les pesticides SDHI, donc les pesticides qui ciblent la mitochondrie. Et on a dit, écoutez, d'un point de vue mécanistique, il y a un problème. Il faudrait, le temps qu'on fasse des recherches, arrêter l'exposition. Là, on nous a regardé, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas intervenir sur le marché, vous ne pouvez pas priver les agriculteurs de telle chose. Mais en fait, on dit, si vous voulez faire des manips, faites-les. Mais par contre, on continue de vous exposer. Et donc ça, c'est ça le problème, de ce cercle vicieux, de vouloir nous dire, il faut que vous produisiez des preuves, mais pendant ce temps, on ne met pas en protection l'ensemble des êtres vivants. Et ça, c'est un gros problème. Et après, la citation que je suis une chercheuse engagée, c'est juste, je dis juste ça. Donc, j'ai pas non plus l'impression d'être en plein délire, mais c'est que quand on est toxicologue, finalement, on pourrait dire que plus je fais des publications scientifiques, plus mon H-index, ou comment on peut dire, la renommée de ma carrière va augmenter. Mais en fait, si on continue de mettre sur le marché des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes, moi, je suis pas très satisfaite de mon boulot en tant que chercheuse dans le service public. Donc voilà, il y a un moment aussi où il faut pas se faire prendre dans le piège de la preuve, et on a besoin de politiques publiques et de décideurs pour dire stop aussi et estimer à un moment de faire intervenir le principe de précaution et le bon sens. Bon, c'est une belle transition pour Fanny. Tu disais ne pas rentrer dans une logique de la preuve. Comment le législateur, du coup, lui, il intervient sur le sujet ? Bien sûr, on a parlé de la loi du plomb. Le législateur a voulu quelque chose, notamment la réintroduction de l'acétamipride. Le Conseil constitutionnel l'a censuré au nom de la protection de la nature. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un législateur, je te cite, qui recule, et il y a une justice qui l'oblige à réavancer. Donc comment il se place, lui, aujourd'hui, sur ce sujet-là ? Oui, c'est déjà un peu ce qu'a dit Laurence, c'est déjà que le législateur, en effet, pour l'instant, il réagit molécule par molécule. Il a quelquefois fait le travail, en effet, d'avoir toute une famille avec l'acétamipride sur les PFAS. Il y a une proposition, notamment de 5 pays du nord de l'Europe, de là aussi exclure toute la famille des PFAS. Mais sinon, à l'heure actuelle, on est plutôt molécule par molécule. Ce qu'on constate, en effet, c'est que, on est tous au courant ici qu'il y a un certain backlash écologique et que, en effet, on a tendance, au niveau légal, à plutôt reculer sur les enjeux alimentaires. Donc ça a d'abord été par la nouvelle loi d'orientation agricole qui date d'à peu près 1 an. On a défini la souveraineté alimentaire d'une façon très particulière sur les visées exportatrices. Puis après, il y a eu la loi du plomb notamment. Et ce qu'on constate, c'est qu'en effet, le législateur a tendance à reculer, mais le juge, lui, il est soumis quand même à certaines règles. Et on a heureusement encore certains principes en droit français et en droit européen qui va permettre de contraindre le législateur. Donc 2 exemples, la loi du plomb, on a parlé avec cette sanction du Conseil constitutionnel, mais sur les pesticides, on a un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris de septembre dernier qui a sanctionné la procédure de mise sur le marché des pesticides en disant pour la première fois que les pesticides, leur utilisation actuelle et leur mise sur leur marché entraînait ce qu'on appelle un préjudice écologique, que ce préjudice écologique était massif,
pour les êtres vivants. Alors, il n'existe pas de préjudice sanitaire, mais quand même, le juge, dans sa justification, parle aussi des impacts sur la santé humaine et impose, du coup, à l'État de revoir toute sa procédure de mise sur le marché des pesticides. Donc ça, c'est un bon exemple de ce que fait le juge pour contraindre le législateur à agir. Et du coup, on sait aussi qu'il y a une articulation entre l'échelle européenne et l'échelle française. L'Europe a signé il y a quelques jours le Mercosur, où effectivement il y a une volonté exportatrice de l'agriculture européenne. Comment, du coup, il y a un peu cette articulation qui se fait, et quels sont les mécanismes de protection? Est-ce qu'ils existent, ou on sent un peu quand même la limite de l'exercice quand on est dans une logique de libre-échange, finalement? Oui, alors sur le Mercosur, c'est pas tant l'exportation des produits européens vers l'Amérique latine que l'inverse. C'est plutôt l'Amérique latine qui voudrait plutôt importer ses produits en Europe. Nous, on veut exporter plutôt nos alcools, ouais, et nos voitures, en effet. Alors, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place pour essayer de protéger les importations qui ne respecteraient pas nos mêmes critères, nos mêmes critères de protection. Et on l'a vu avec notamment la ministre de l'Agriculture qui a mis en avant que désormais on ne pourrait plus importer certains produits qui auraient des résidus de pesticides à un certain niveau. Alors c'est 5 molécules qui sont visées. Donc ça existe, c'est des clauses de sauvegarde. On l'avait déjà mis en place aussi pour d'autres pesticides, mais on raisonne en termes de résidus de pesticides. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, en l'occurrence à l'Amérique latine, on ne lui demande pas d'avoir les mêmes pratiques agricoles et de se passer des pesticides qui sont interdits en Europe. On lui demande que si elle importe des pesticides en Europe, il ne faut pas que, si elle importe des produits en Europe, pardon, il ne faut pas que les résidus de pesticides de ces produits soient supérieurs à un certain niveau. Mais ça, c'est compliqué parce que déjà, il faut pouvoir le vérifier. Ouais. Donc, ça suppose des contrôles aux frontières, aux douanes qui sont compliqués à réaliser. Après, la ministre a dit qu'elle le ferait, on verra, mais déjà c'est compliqué. Et ensuite, quand la France le fait, ça ne veut pas dire que les produits ne peuvent pas être importés dans les autres pays de l'Union européenne et ensuite vont pouvoir circuler en France, parce qu'on est dans un marché ouvert. Donc c'est quand même une mesure de protection qui a une efficacité plutôt limitée. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une clause miroir. La clause miroir, ce serait d'imposer aux pays d'Amérique latine qui ne puissent pas importer des produits qui ont été traités par des pesticides interdits dans l'Union européenne. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas ce qui est prévu dans le Mercosur. C'est une des raisons, évidemment, de la colère agricole. C'est une mise en concurrence quand même avec des produits qui vont coûter moins cher, probablement pour le consommateur, parce que, encore une fois, ils n'ont pas la même régulation environnementale et sociale. Pourtant, on voit que l'Union européenne, elle voit qu'il y a un impact financier, notamment sur son système de santé et ses écosystèmes. Si on fait juste un petit focus sur ton axe de recherche, qui est la réglementation notamment des PFAS, dont on parle beaucoup, il y a quelques jours, il y a un rapport qui est sorti, le coût des PFAS pour nos sociétés de l'Union européenne. La fourchette est très large, on évalue entre 300 et 1200 milliards, je vous laisse trouver où vous vous situez, le coût de prise en charge par les pays lié soit à la dépollution notamment des eaux et des écosystèmes, mais aussi la prise en charge par tout ce qui est le système de santé lié justement aux impacts. Quand l'Union européenne sort un rapport comme celui-là, on a envie de se dire derrière, quelle action en fait, qu'est-ce qui peut suivre derrière? Oui, le sujet est sur la table de l'Union européenne depuis quelque temps parce qu'il y a cette proposition notamment donc, des 5 États membres d'interdire toute la famille de molécules des PFAS. C'est 12 000 molécules environ, donc ce serait quand même... Et juste une parenthèse, le rapport n'en étudie que 6. Oui. et donc, en effet, le rapport s'est posé la question de la dépollution. Et donc, il y a plusieurs scénarios qui sont ressortis, qui vont en effet à peu près de 300 milliards sur 20 ans à 1700, voire 2000 milliards sur 20 ans. Il y a certains chercheurs qui disent qu'il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour dépolluer les PFAS comme on les met aujourd'hui dans l'environnement. Et donc, ces scénarios, ils vont du coup, en gros, le plus fort qui est le cas où je n'interdis pas du tout les PFAS, mais j'essaye de tout enlever de l'environnement. Donc dans ce cas-là, il faut de l'osmose inverse pour l'eau à grande échelle, il faut dépolluer les sols de façon massive, etc. On continue à en mettre dans l'environnement, donc les coûts continuent à augmenter. Il y a un scénario un peu intermédiaire qui est j'essaye de limiter un peu les PFAS dans l'environnement tout en dépolluant un petit peu.
Donc là, ça coûte un peu moins cher, évidemment. Mais il y a quand même toujours, on en trouve quand même toujours dans le sang de tous les êtres vivants. Et il y a le scénario qui coûterait le moins cher, qui est d'interdire les PFAS à large échelle, tout en dépolluant. Et là, on peut estimer que si ça fonctionne et que c'est fait rapidement, on mettrait c'est à peu près une dizaine d'années pour notre sang pour évacuer tous les PFAS que l'on a. Donc, on arriverait à des coûts notamment sanitaires qui diminueraient. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que va faire la Commission européenne sur ce sujet. La Commission européenne, avec les paquets omnibus, n'a pas tendance en ce moment à aller vers plus de réglementation. Donc, on va voir ce que ça donne. Côté français, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'avec la mobilisation citoyenne et politique de l'année dernière, la France a été pionnière sur le sujet des PFAS et sur l'interdiction des PFAS. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, il faut se le dire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est quelques PFAS qui sont visés. C'est en gros une vingtaine de PFAS, dont un PFAS qui est probablement plus problématique et qui n'est quasiment pas traité, qui est le TFA, qui est le PFAS à chaîne courte et qui est le plus difficile à enlever de l'environnement, notamment à enlever de l'eau, mais pas que. Et lui, on ne sait pas tellement quoi en faire. On sait qu'on va devoir l'analyser dans les eaux potables là très prochainement. Donc, à partir de 2027, il va y avoir des mesures par rapport au TFA. La crainte évidemment des pouvoirs publics, c'est que toute une partie des eaux potables de France soit déclarée non conforme. Et juste pour terminer sur cette première casquette, parce que tu en as une deuxième, on voit que l'Union européenne, bon d'accord, il y a un constat. On va voir. Mais par contre, il y a une action qui est menée aujourd'hui dans la vallée de la Chamie à Lyon, par une centaine de familles pour introduire la notion de pollueur-payeur. Parce que là, on parle de scénario de dépollution pris en charge par la collectivité. Mais est-ce qu'il y a des réflexions à un moment donné pour introduire aussi la notion de prise en charge de ces impacts par les industriels? Oui, bien sûr. Et le principe de pollueur-payeur, il apparaît dès le rapport de la Commission, quand même européenne, parce que c'est un principe fondamental et du droit français, et on le retrouve aussi dans le droit européen. Donc en effet, il y a une action qui a été déposée hier, si je ne me trompe pas, de 200 riverains contre les deux grands polluants de la vallée de la Chimie, dont Arkema, pour en fait, ce qui est demandé essentiellement ici, c'est une responsabilité civile de ces pollueurs pour plusieurs préjudices de ces familles. Un préjudice d'anxiété très fort, on en a parlé au début, qui est similaire au préjudice d'anxiété que l'on a connu pour l'amiante, par exemple, avec une vraie crainte de ces familles de voir des maladies se développer et de voir des maladies se développer pour leurs enfants. Il y a un préjudice de jouissance aussi, parce que ces personnes ne peuvent plus utiliser les œufs de leur poulailler, ne peuvent plus utiliser leur potager. Et il y a évidemment le préjudice sanitaire quand elles ont déclaré d'ores et déjà des maladies. Donc là, il y a vraiment la volonté du coup de faire un lien de causalité entre ces différents préjudices et les pollueurs. Ça va pas être évident parce que dès qu'on a une pollution environnementale, le lien de causalité est extrêmement difficile à démontrer. Après, les juges, encore une fois, sont innovants aussi sur le sujet. On a parlé tout à l'heure de l'affaire Distilben. À plusieurs reprises, on a eu des cas où les juges ont mis en avant ce qu'on appelle des présomptions du fait de l'homme, ou quand on n'est pas sûr du lien de causalité, mais quand même, il y a une articulation qui peut être faite. On peut engager la responsabilité à l'occurrence, là, dans le Distilben, c'était une entreprise pharmaceutique, mais donc ce serait ici pour les entreprises polluantes. Et ce qu'essaye de faire aussi, en effet, mais ça c'est un rapport qui est plutôt à côté de l'affaire des 200 riverains, c'est que l'association qui porte tout ça, qui s'appelle Notre Affaire à tous, je suis sûre que vous la connaissez parce que c'est eux qui ont mis en avant, qu'on porté plainte contre l'État français dans l'affaire de l'inaction climatique, c'est l'affaire du siècle, a fait un rapport pour l'utilisation de ce principe du pollueur-payeur à grande échelle, avec la proposition d'un fonds d'indemnisation, de redevances et de taxes qui financerait ce fonds d'indemnisation, qui servirait à indemniser les victimes plus largement et aussi à dépolluer. Alors ça, c'est ta première casquette. Tu as une deuxième casquette. Tu es cofondatrice et présidente de Écotable. Pas présidente, cofondatrice. Cofondatrice, pardon. Et d'Écotable, donc le label de la restauration responsable. Comment t'en arrives là et comment ce sujet de la perturbation endocrinienne, tu l'insères auprès des professionnels du coup de la restauration
Que sont les chefs, par exemple? Oui, je pense que c'est surtout ça la question. En effet, c'est un peu un alignement des planètes et les hasards de la vie qui ont fait que j'ai cofondé. Alors c'est un label parce que tu le présentes comme ça et c'est très bien parce que c'est ce qui est le plus connu du grand public. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les professionnels de la restauration sur toutes les questions de transition écologique. Qui existe depuis 2019 partout en France. Et donc, en effet, c'est posé évidemment la question des perturbateurs endocriniens pour la restauration. Et nous, en fait, la première chose que l'on fait quand on va voir un restaurateur, c'est de faire un audit environnemental. Donc, on va éplucher ses factures, on va regarder ses pratiques et on va, en gros, lui faire un espèce de plan d'action pour lui expliquer ce qu'il peut faire pour réduire cette empreinte, sachant qu'il faut, comme c'est des acteurs économiques, évidemment, toujours le lier à une certaine durabilité économique pour que ça ait du sens pour lui. Et pour la question des perturbateurs endocriniens, on va le voir de plusieurs façons. Ça va être évidemment le type de produit qu'ils achètent, donc quel type d'agriculture. Là, nous, évidemment, on pousse pour une agriculture biologique. Faut savoir que la restauration commerciale avec laquelle on travaille est très en retard. On est à 1% des achats en restauration commerciale qui sont aujourd'hui bio. Ça va être aussi ce qu'ils vont utiliser comme matériel de cuisine. Hein. On n'en a pas parlé, mais la loi d'interdiction des PFAS a une petite exclusion pour les poêles avec un beau lobbying de Tefal et de Seb. Donc, il y a cet aspect-là qu'on regarde dans les restaurants, quel matériel de cuisine ils vont utiliser. Il y a la question aussi des produits ultra transformés, beaucoup utilisés en restauration. Vous avez, je pense, tous entendu parler des dernières études, notamment par Mathilde Touvier, sur les risques sanitaires du fait de manger de plus en plus de produits ultra transformés. Dans les additifs, il y a des perturbateurs endocriniens. Donc là aussi, on va regarder ça. Et voilà, ça va être essentiellement ça, si j'oublie rien, avec des actions aussi de formation et dans les écoles hôtelières et au sein des restaurants sur tous ces sujets. Toi, tu interviens du coup sur la restauration plutôt professionnelle. On va en faire un petit lien du coup avec la restauration scolaire, qui est, j'ai plus les chiffres, mais déjà c'est 5 fois par semaine qu'un enfant va manger dans la cantine. C'est ça. Quelles sont les actions au sein de la ville de La Rochelle, justement sur ce sujet? On voit 1% de bio, par exemple, dans la restauration privée. On sait que la loi Egalim a introduit l'alimentation bio, enfin une part d'alimentation bio dans la cantine scolaire. On en est où à La Rochelle? Et quels sont les leviers justement pour aller au-delà? Alors, la loi Egalim, elle dit 20% de produits bio. Par contre, elle ne surveille pas. Donc, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Normalement, c'est 20%. Et au-delà de ça, il y a un reporting du coup qui doit être fait sur une plateforme qui permet de se comparer, de voir et même d'apprendre de nous-mêmes, qui est assez complexe, notamment pour des petites communes qui vont être pas aussi structurées qu'une ville comme de la taille de La Rochelle. Donc nous, au sein du projet alimentaire de territoire, justement, on a pris une nouvelle personne qui va justement être sur ce sujet-là, de la restauration collective, parce qu'à La Rochelle, on a 4000 repas. Mais si on prend le territoire du projet alimentaire de territoire, on est plutôt à 10-20 000. Si on ajoute l'hôpital, voilà, on augmente. Donc en fait, là, on a vraiment un moyen aussi pour peser sur ce qui se passe dans les champs. Parce que forcément, la manière dont nous, on va acheter, on a une influence par le volume, par combien on paye. Et du coup, on peut garantir en fait aux agriculteurs des volumes et des coûts. Et du coup, leur demander que ce soit fabriqué de telle manière, c'est-à-dire en bio, et puis voire même les récompenser en fait pour le fait de ne pas détruire l'environnement. En fait, on parle beaucoup de pollueurs-payeurs, mais on pourrait aussi dire non-pollueurs ou bienveillants payés, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Au service écologique, on parle de beaucoup de... C'est ça. Et donc, en fait, on est en train de mettre ce type de marché en place. Alors ça se fait pas d'un claquement de doigts parce que voilà, évidemment c'est très compliqué, mais en tout cas c'est quelque chose qui a déjà été fait à Rennes et on est en train de le reproduire sur place, donc ça c'est quelque chose vraiment auquel je crois. Mais là je me suis éloignée de la cantine. Non mais tout ça pour dire que notre acte d'achat, que ce soit en tant que collectivité publique, mais nous tous en fait. C'est Coluche qui disait quand je pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ce soit pas fait, quoi, pour que ce soit pas produit. Bon bah voilà, c'était quand même pas compliqué. Donc notre acte, il est extrêmement important. Donc nous, il faut qu'on s'engage sur ces sujets-là.
Alors nous, on est au-dessus de la loi Egalim. On était à 20 à peu près il y a 6 ans. On est arrivé jusqu'à 35. Voilà. On est descendu parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est toujours la cible de toujours s'améliorer là-dessus, tout en étant sur du local. Voilà. Sur les parties plastique, sur la partie plastique, en fait, sur la ville de La Rochelle, comme on n'est pas en cuisine centrale, c'est-à-dire que la cuisine est faite sur chaque site, donc on a moins de problèmes de contenants à aller d'un endroit à un autre. Mais on peut toujours s'améliorer. C'est vrai que le sujet du contenant, c'est un vrai problème pour les cantines de collectivité. Il y a une réunion l'autre jour où j'étais, où des gens voulaient garder leur cantine sur place, mais ils avaient un problème de place et du coup ils étaient en train de penser à des plateaux en fait, avec un système de self, mais pour pas avoir à gérer les assiettes, etc. Ils pensaient à des plateaux en plastique à trous où on mettait les aliments directement dedans. C'était une idée. En fait, l'idée c'était de garder la cuisine sur place, qui est vachement important, etc. Mais du coup, là, je crois que ça ne sert plus à rien d'acheter du bio, quoi. Enfin, c'était... Mais bon, voilà. Donc, il y a quand même... Peut-être qu'on en parle un peu moins d'histoire du contenant par rapport à Egalim. Mais bon... Enfin, en tout cas, il faut continuer ce travail. Sur la question des formations, on a soit des formations des chefs, mais plutôt sur le côté... Alors, avec une association qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, qui est très bien. Plutôt sur le côté végétalisation de l'assiette et nutrition et voilà la différence entre un produit bio et un produit brut, ça c'est sûr. Le fait de faire sur place, de faire au dernier moment, de garder toutes les vitamines, et quand c'est bio, on n'enlève pas nécessairement la peau. Enfin voilà, il y a plein de choses, quoi. Donc on a des formations des chefs là-dessus, parce que c'est pas forcément leur culture au départ. Alors les chefs, dès qu'on s'éloigne de la cuisine, c'est compliqué. Donc on arrive à parler un peu contenant, mais voilà, c'est plus difficile. Et puis on a quand même fait pas mal de travail aussi sur la manière dont on nettoie les légumes ou la cuisine. Parce que en fait, si on suit la norme, en gros, il faut qu'on mette de l'eau de javel partout, quoi. Donc là, on est plus sur du vinaigre, des choses comme ça. Donc c'est moins pire. Parce que ces normes-là, par contre, sont très très suivies, les normes d'hygiène, quoi. Voilà. Et puis après, donc les formations, elles sont proposées aussi à l'échelle du PAT, à toutes les écoles, tous les chefs qui voudraient s'en saisir. Et puis il y a aussi, on propose aussi une analyse des menus et des coûts en fait des achats des cantines sur tout le PAT, pour voir comment les restaurants scolaires peuvent, par exemple, acheter plus de bio en changeant la manière dont ils font leur menu. Alors, ça passe parfois par plus de végétalisation, mais pas nécessairement. Donc, voilà, on accompagne là-dessus aussi, toujours pour pousser vers du bio. Et puis, voilà, ce genre de sujet. Ça, c'était ta première casquette. Ouais. Il y a la deuxième casquette. Tu es vice-présidente en charge du plan alimentaire territorial. Et j'imagine qu'aussi en lien avec d'autres collègues qui sont en charge des délégations comme l'eau, par exemple, des choses comme ça. À l'échelle de la collectivité, quand on entend ce qui a été dit précédemment sur l'impact des PFAS, des pesticides, etc., en tant que collectivité, quels sont les leviers qu'on peut avoir aussi finalement sans attendre peut-être une réglementation ou des actions? Qu'est-ce qui est fait aussi ici sur notre territoire? Alors sur l'eau, c'est difficile de dire que c'est le plus facile, mais en tout cas c'est le plus connu. Et l'eau, c'est vraiment la partie la plus testée et la plus connue, et celle dont on parle en premier. Donc en fait, il y a une prise de conscience sur le sujet de l'eau qui est beaucoup plus rapide que sur, par exemple, la qualité de l'air. Donc qu'est-ce qu'on va faire, que ce soit sur l'eau, mais parce qu'en plus c'est obligatoire, ou sur l'air, ou sur la biodiversité dans les sols, qui est quand même beaucoup liée aussi, ou sur toutes ces choses-là, on va mesurer. Déjà, sur l'agglo de La Rochelle, on fait beaucoup de mesures, beaucoup plus que ce qu'on nous demande de faire au départ.
à tel point que je vous ai souvent croisé justement suite à des mesures de la qualité de l'air dans les villages autour de La Rochelle, qui sont faits par des capteurs Atmo, où on se retrouve avec en 2019, en 2021, des alertes de pollution au prosulfocarbe, qui est donc un herbicide, hein, c'est ça qui dépasse, mais complètement. En fait, ils ont été obligés de réduire l'échelle du schéma tellement le pic il rentrait plus dans la feuille, quoi. Et donc, du coup, prise de conscience des citoyens et du coup, réunion avec des citoyens, des agriculteurs, etc. Et du coup, nous, en tant qu'élus, on envoie un courrier au ministère en demandant un moratoire sur le prosulfocarbe. Et en fait, on nous répond la norme n'est pas dépassée parce qu'il n'y a pas de norme sur la qualité de l'air sur ces produits-là. Donc, du coup, par définition, elle n'est pas dépassée. On a quand même continué à demander ce moratoire. Mais en fait, ça répond un peu à ce que je ne sais plus qui disait qu'il y avait effectivement des doutes. Est-ce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout du doute pour prouver que... Non, mais ça va. Enfin, c'est depuis les années 60 qu'on en parle, 50. Donc, en fait, moi, je veux bien qu'on aille jusqu'au bout du doute. Mais en fait, on n'ira jamais jusqu'au bout du doute. On demande un moratoire. On l'a demandé pendant 3 ans. 3 mois plus tard, on reçoit un courrier. On met 2 mois pour y répondre, etc. En fait, c'est sans fin. En fait, c'est aussi une manière de jouer la montre. Donc, non, je pense que les doutes, on arrête, quoi. Là, il n'y a plus de doute, quoi. Donc, on avance. Et puis, en tant qu'élu, on a la responsabilité de la sécurité, et ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup, et de la santé des personnes sur notre territoire. Donc ça veut dire que s'il y a un doute, on a un devoir, il y a un principe de précaution qui s'applique. Quand il y a un doute sur le tabac, il y a un principe de précaution, on ne fume pas autour des écoles, plus ça va, plus on éloigne le carré fumeur, et très bien. Mais voilà, quand il y a un doute, on agit, c'est notre devoir en tant qu'élu, et là, sur ces sujets-là, non. On ne le fait pas. Enfin, alors, on met en place des mesures. Donc, nous, comment on fait sur notre territoire ? Eh bien, justement, on met en place beaucoup de mesures qui font peur. Mais en même temps, plus les citoyens ont peur, alors c'est un mauvais jeu et c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, mais plus du coup, ils vont pousser pour qu'il se passe quelque chose, et tant mieux. Et donc, du coup, là, la préfecture, on a un gros travail partenarial avec le préfet. On va pouvoir sécuriser 1500 hectares autour des captages d'eau, quelque chose qui n'est pas fait ailleurs. Donc ça fait avancer les choses, mais c'est pas confortable, quoi. Mais bon, peut-être que ça ne peut pas l'être. On avait évoqué notamment quelques actions aussi que vous avez mis en place. Donc évidemment, on pense à la protection des aires de captage pour justement vis-à-vis de la pollution en eau. Je voudrais aussi que peut-être tu parles un petit peu. Alors ici, on les appelle pas les ordonnances vertes. J'ai appris qu'on les appelait les jeunes pousses. Peut-être dire quelques mots là-dessus. Et puis sur le défi famille alimentation positive, je trouve que c'est 2 actions aussi. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots qui montrent comment aussi vous avez. C'est aussi pour voir comment on en parle aussi. On fait des actions pédagogiques. Ça, on a des gros soutiens de la part de l'Europe et de la région là-dessus. Et donc, on a mis en place 2 choses. Les jeunes pousses, qui est en gros une réplication de l'ordonnance verte qui a été mise en place à Strasbourg, je crois, en premier. Donc, en fait, c'est un accompagnement des couples enceintes où on va leur financer des paniers bio avec des producteurs locaux. Mais c'est pas juste on leur donne un panier et puis rentrez chez vous. Il y a tout un accompagnement qui est fait avec des ateliers de cuisine, mais des ateliers nutrition aussi et des ateliers autour de la question des bifaces qu'on peut trouver dans l'environnement. Voilà. Il y a un monsieur que j'ai vu tout à l'heure, voilà, il est là, de la maternité qui nous accompagne là-dessus. On fait des petits déjeuners avec eux. En plus, c'est vraiment super sympa. Et donc, voilà, il y a cette action-là qu'on a rendue un peu plus large cette année. L'année dernière, c'était une première expérimentation. On a fait un retour sur les familles qu'on a accompagnées l'année dernière et il y en a quand même pas mal qu'on poursuivi. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis, à côté de ça, on a le défi famille à alimentation positive, un peu calqué sur le défi famille à énergie positive qui avait eu lieu il y a peut-être une dizaine d'années. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des équipes de foyers, tout type de foyers,
par collectivité. Donc il y a l'île de Ré, il y a La Rochelle, il y a Deux-Onis. Et en fait, ils sont là pour être accompagnés sur leur manière de consommer. Et donc c'est pareil, il y a des ateliers de cuisine, ils font des reportings de ce qu'ils mangent, ou de ce qu'ils achètent surtout, pour entre eux s'échanger des idées. Ils vont faire une visite dans les champs, ils vont faire un chantier participatif avec un maraîcher. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je crois qu'il y a des projections aussi. Et du coup, ils peuvent se lancer des défis, puis gagner des points. Et puis au bout d'un moment, du coup, il y a quand même une équipe qui gagne. Mais voilà, l'idée, c'est de parler de nourriture. Et bio, c'est pas un gros mot. Et pourquoi c'est bio et pas juste environnementalement friendly, quoi. Enfin, ça veut rien dire. Voilà. Je vais me permettre une petite transition. Emmanuel, il faut juste savoir que, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Laurence, mais tu as coordonné ici l'analyse des résultats qui a été notamment menée par Avenir Santé Environnement sur justement l'analyse des enfants qui vivent dans la plaine d'Aunis et qui sont exposés aux pesticides. Et tu as montré que chez de nombreux enfants, enfin chez tous les enfants, il y a des résidus de molécules. D'autres études en France étudient l'exposition des riverains qui habitent proches des cultures aux pesticides. Suite à ces constats, quand même Santé publique France, l'ANSES, a dit oui, il faut éviter, il faut limiter l'exposition de ces personnes aux pesticides, il faut informer les riverains. Et en 2021, l'INSERM a posé une expertise collective qui met en évidence de fortes présomptions de liens entre certaines pathologies et l'exposition aux pesticides. Moi, j'ai envie de dire, face à ces constats, la multiplication des études qui démontrent des corrélations entre exposition et impact sur la santé humaine, la France émet ses recommandations, notamment l'ANSES, mais dit qu'il faut quand même s'appuyer sur la stratégie Ecophyto. Ecophyto, c'est donc 50% de réduction de l'utilisation et les risques globaux liés aux produits phytosanitaires, mais tout en se plaçant dans le respect du principe « pas d'interdiction sans solution ». Toi, tu en as trouvé des solutions, Emmanuel? Bah oui, c'est effectivement la bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles existent sur le territoire, elles existent sur quasi la totalité des productions. Donc c'est satisfaisant. Ce qui coince, c'est que la mise en œuvre sur le territoire n'est pas si évidente que ça pour un certain nombre de facteurs limitants. Donc premier facteur limitant, ça va être la formation des acteurs de production sur le territoire qui ont été formatés à une agriculture intensive avec des produits chimiques, tous les intrants que tu as décrits tout à l'heure, participent à ce système qui n'est pas vertueux au regard de la santé humaine. Donc si les acteurs de production ont été formatés comme ça, il faut les déformer dans l'autre sens. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics ne prennent pas le chemin de l'accompagnement vers plus d'agriculture bio. C'est pas le mouvement. Il y a eu quelques années de ça, on voyait une tendance intéressante et on imaginait avec plaisir une espèce de courbe qui allait s'accélérer. Et ce qu'on constate quelques années après, 10 ans après, c'est que c'est exactement le phénomène inverse. Le phénomène de l'agriculture biologique est plutôt décrié, démonté par tout un tas de détracteurs qui ont des intérêts financiers dans ces dynamiques-là. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui, les acteurs de l'agriculture bio, presque à être de plus en plus isolés. Ce qui est quand même, au regard du sujet d'aujourd'hui, invraisemblable. On a tous des enfants, on a tous des parents, des grands-parents, des oncles et tantes malades. On a tous entendu et lu des articles, ou si ce n'est pas tous, c'est quasiment tous, où on fait le lien effectivement entre l'alimentation, l'environnement dans lequel on vit, la santé, etc. Et donc le premier médicament qu'on ingère 3 fois par jour, c'est quand même un aliment. L'air qu'on respire, il dépend effectivement pas juste de l'espace où on vit, mais aussi à quelques kilomètres, là où il y a des voisins qui produisent en agriculture chimique. Donc on sait tout ça. Et c'est redoutable de se dire qu'on a les solutions. On est capable de produire en bio aujourd'hui. Il y a zéro problème. On est capable de nourrir un territoire. Aujourd'hui, Mathilde, c'est ça, c'est 3%, un peu moins de 3% sur le territoire de l'agglo ou du PAT, où il y a de l'autonomie alimentaire avec les producteurs du territoire. Oui, c'est ça. Ouais, en gros, l'état d'esprit. Ouais, mais c'est terrible de se dire que finalement, on a une agriculture qui est faite
sur ces territoires-là pour exporter et pas pour nourrir les citoyens du territoire. Donc comment faire ce lien-là ? Alors le PAT y participe, les structures de l'agriculture biologique essayent de porter, accompagner des porteurs de projets. Il y a une inadéquation aujourd'hui entre le territoire, les gens qui partent à la retraite et les porteurs de projets. Donc les collectivités essayent d'accompagner ce mouvement-là, mais il est clairement pas suffisant. Et hier, on était aux côtés de Benoît Biteau qui propose un projet de loi autour du Canium, et un de ses collègues qui travaillent sur la périmètre de protection de captage, où on se rend compte que pendant quelques années, il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été mis en place à l'échelle de la région Poitou-Charentes à l'époque, notamment pour accompagner la protection des captages, en incitant sur la base du volontariat au fait de passer en agriculture bio. Les volontaires se sont déclarés, on n'est pas nombreux sur le territoire, et aujourd'hui on arrive à un phénomène de plateau où si le législateur ne prend pas la main pour dire si on veut continuer à boire l'eau du territoire, à ce que les coûts de retraitement n'explosent pas, et on l'a évoqué tout à l'heure, enfin, vous l'avez évoqué des chiffres qui sont effarants, quid de la suite ? Et donc il y a une solution, c'est entre autres sur la question agricole, au moins, alors moi je ne peux intervenir que là-dessus, c'est de travailler sur le fait de transformer le territoire en agriculture biologique. Et Munich, par exemple, qui s'est préoccupé de son territoire et de sa protection de la ressource en eau, a mis en agriculture biologique 1000 hectares autour de ces périmètres de protection de captage. 1000 hectares. Nous, aujourd'hui, on est à quelques hectares autour des périmètres de protection de captage qui bénéficient d'aides, de soutien, voire d'aménagement foncier pour réinstaller des agriculteurs bio. Et le travail que fait l'agglo de La Rochelle est déjà très en avance par rapport à d'autres territoires. Mais il faudrait effectivement que le législateur nous accompagne, l'ensemble des acteurs de la protection de la ressource en eau, dont les agriculteurs font partie, à ce que ce mouvement il prenne une autre ampleur, quoi. Parce que ça n'ira pas en se simplifiant. Et effectivement, aujourd'hui, on connaît les molécules qu'on mesure. Il y a un certain nombre de molécules, et notamment de molécules qui ont été traitées, notamment par j'ai envie de dire l'ozone, où on va décortiquer un certain nombre de molécules. Et derrière, il y a des molécules qu'on ne mesure pas, alors qu'elles sont probablement plus polluantes peut-être que la molécule d'origine. Donc imaginez la suite. Plus on avance en termes de connaissances, plus on va se rendre compte qu'on vit dans un territoire de plus en plus pollué. Alors qu'on sait qu'il y a effectivement des outils, et l'agriculture bio est tout à fait envisageable. Mais pour ça, on a besoin de vous tous, parce que ça commence par des consommateurs avérés, éclairés, qui ne se posent pas trop de questions. Et ce n'est pas du militantisme ni d'un geste politique, j'ai envie de dire, encarté. C'est juste un geste citoyen que de dire je vais proposer demain à mes enfants, à mes voisins, à moi-même, une santé qui prend en compte la qualité de l'air, parce que le paysan d'à côté, s'il est en bio, évidemment, il ne va pas polluer votre air. Si vous nourrissez en bio, il ne va pas polluer votre alimentation, etc. etc. Donc, je ne sais pas vous, autour de la table, mais moi, quand je me suis installé paysan, ça m'a donné un peu le vertige, parce que je me suis dit, mais finalement, tu vas te retrouver à gérer, avec tes choix de paysan, une centaine d'hectares. Alors, je ne sais pas la surface de votre maison. Donc, pour moi, on a une responsabilité d'intérêt général. Le paysan, ce n'est pas un chef d'entreprise lambda, quoi. C'est un chef d'entreprise qui interagit sur le territoire. Alors, on parle souvent du paysage parce que c'est ce qu'on voit le plus. Mais en réalité, c'est déjà sur la qualité de votre air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation. Et pour ça, les services rendus par la nature en agriculture biologique devraient être mis en avant, c'est ce que tu évoquais. Et moi, ça ne me gênerait même pas l'idée que les paysans soient au service du public, passent en régie, comme ça existe dans quelques collectivités pour l'alimentation des cantines. On pourrait aller bien au-delà. C'est-à-dire que là, c'est encore très timoré par rapport à l'impact qu'on a sur les populations alentours. Et puis quand on a vu les textes de loi qui sont sortis avec les périmètres de protection autour des maisons ou des écoles de l'ordre de quelques mètres, 5, 10, 15 mètres, et ça vous a fait sourire ou pas ? Parce que si on parlait de centaines de mètres, ça serait déjà un minimum syndical, mais voire du kilomètre. Parce qu'aujourd'hui, le prosulfocarbe, on est un bel exemple. Pour illustrer le prosulfocarbe dans nos capacités à produire, sur la ferme, moi je produis du thym. Il y a une culture de thym et puis une coopérative de thym qui s'est installée pas loin de La Rochelle.
à Zansoul. Et cette culture-là, on l'a ramassée avant à 2 périodes de l'année, au mois d'octobre et au mois de mai, avril-mai. Et bien, tous les paysans ont arrêté de récolter le thym au mois d'octobre parce que les collègues voisins épandent le sucrosulfocarbe et que c'est quelque chose de très volatile qui traverse la campagne sans difficulté. Donc là, autant vous dire que le 10-15 mètres, on n'en parle même pas, les 100 mètres, on n'en parle même pas, et l'échelle du kilomètre, je ne sais pas si c'est un sujet que vous connaissez, mais moi je ne le connais pas, mais il doit être au-delà le kilomètre, quoi. Voilà, donc bref, ça me met des fois un peu en rage parce qu'on se dit on va essayer de faire des choses, mais clairement, il y a besoin de soutien de l'ensemble de la population, des citoyens. Et je suis un petit peu de ton avis, Mathilde, où de temps en temps, il faudrait noircir le tableau pour effectivement, peut-être que les citoyens bougent dans la mesure où on voit que notre classe politique ne bouge pas assez vite. Ça dépend lesquels, oui. Juste avant peut-être la dernière question, tu as parlé effectivement de manger bio, etc., tous les vertus aussi en service écologique que ça apporte, mais on avait évoqué ensemble quelque chose ici qui est important, et je pense que je rebondis un peu sur ce qui a été rapidement évoqué avec Fanny et Mathilde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre regard à avoir sur notre alimentation pour passer en bio? Pour le dire simplement, on parle de végétalisation de l'assiette. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi un autre regard par rapport à ça qu'il faut avoir pour pousser ce modèle? La critique qu'on fait souvent à l'agriculture bio, c'est le rendement et nourrir tout le monde. Mais est-ce qu'il faut nourrir tout le monde de la même manière qu'on a nourri tout le monde les années d'avant? Alors oui, les détracteurs de la bio vont souvent sur cet axe-là, et vous avez dû entendre citer le message qui dit « mais les bio, ils ne vont pas nourrir le monde ». Et inversement, le grand message de la FNSEA, c'est de dire nous, on va nourrir le monde et on est engagé dans le fait de nourrir le monde. Alors les paysans à l'échelle de la planète, ils ne sont pas sur le modèle occidental, ils sont sur un modèle vivrier et ils ont une autonomie qu'on oublie de rappeler. La majeure partie des agricultures à l'échelle mondiale, ce sont des agricultures familiales, vivrières, qui ont une autonomie. Cette autonomie, on est venu avec du dumping, avec des marchés où on est venu écraser l'agriculture familiale. Dans certains pays, en tout cas, on est venu déconstruire cette autonomie. Donc oui, on s'est donné pour certains une obligation de nourrir le monde, mais surtout pour faire du pognon, faut être clair, pour prendre la place d'eux. Et puis, une fois qu'on est en place, on peut vendre un certain nombre de produits qui accompagnent l'agriculture pour nourrir les grosses firmes européennes ou occidentales. Donc ça, c'est un point qui, effectivement, peut être déconstruit. C'est pas facile, parce que c'est facile de balancer une phrase « on doit nourrir le monde ». Donc les paysans d'ici ne sont pas censés nourrir le monde, ils ne sont pas censés forcément avoir un port de commerce qui exporte aux 4 coins de la planète. Ça, c'est des histoires de gros sous avant tout. Et à l'inverse, si on veut, avec des rendements plus bas dans certaines cultures en bio, nourrir la population, effectivement, il y a des solutions. Il suffit de diminuer la proportion de viande, de protéines carnées dans le bol alimentaire pour que les coûts diminuent d'une part et que les volumes en face dont on a la capacité à produire sur l'ensemble des territoires à l'échelle de la planète, soit compatible avec les besoins. Donc il n'y a pas de souci de volume en fait. C'est juste des soucis de choix de société. Et effectivement, un des leviers, et on le voit dans les cantines, c'est de diminuer effectivement la proportion de protéines animales et de diminuer aussi les pertes alimentaires qui sont énormes, colossales dans certaines cantines par des pratiques qui donc évoluent. Et il y a des très beaux exemples où effectivement les surcoûts vers un peu plus de bio sur des viandes qui coûtent un peu plus cher de fait sont largement compensés par des économies d'aliments qui ne sont pas jetés à la fin des repas, quoi. Et pour terminer sur quelque chose d'assez joyeux, je voudrais quand même que tu nous dises quelques mots sur les mois en nous que tu portes. Alors les mois en nous, c'est le nom de l'association. Tu parlais de déconstruire et justement peut-être de pousser un peu les cloisons, d'aller vers des publics qui ne sont a priori pas forcément déjà convaincus ou carrément contre. Et juste si tu peux nous en dire quelques mots, parce que je trouvais que c'était intéressant qu'on évoque ce travail que tu as, qui est de mener la transition de manière joyeuse.
Oui, les Bons Nous, voilà, c'était un outil citoyen qui est porté sur la ferme par ma femme et moi-même, mais c'est surtout un collectif avant tout, au départ de copains puis de citoyens qui accompagnent des projets sur la ferme et un peu au-delà de transition écologique, et on essaye effectivement de le faire de manière joyeuse parce que c'est aussi quand on aime qu'on va pouvoir se réapproprier les choses, et si on le fait avec le cœur, c'est quand même plus simple. Il y a des temps de lutte et il y a des temps de joie où on peut continuer à faire de la transition et cheminer en fait ensemble vers ces éléments-là, sachant que le plus dur dans cette affaire-là, c'est de casser les frontières et d'aller chercher des gens qui seraient pas venus nous voir, d'aller par exemple dans cette salle retrouver des acteurs qu'on n'aurait peut-être pas vus, etc. Donc cette dimension citoyenne, elle œuvre aussi dans l'idée d'aller tisser des ponts, créer des liens vers des environnements où on ne parle pas d'écologie, on ne parle pas de santé, on ne parle pas d'agriculture bio, mais où il faut effectivement aller en parler avec joie. Je reste sur cette note joyeuse et je les remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Non, 2. J'ai le droit à 2 questions. Ah, voilà, tout de suite. Si vous pouvez juste vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour, Isabelle Breton, citoyenne. J'ai créé Expérience RH. On en parlera plus tard. Je voudrais faire, c'est une remarque que j'ai fait précédemment, là, un colloque aussi intéressant, et je vous remercie pour cette organisation. Je suis passionnée par tout ce que j'entends, un peu révoltée quand même. On a la météo, on a le Nutri-Score. Je pense que le Nutri-Score, ça partait de quelque chose de complet. Moi, de compliqué. Je rêve que tous les matins, j'ai l'état de la mer. Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est rouge? J'ai l'état de l'air et j'ai l'état de ce que je mange dans l'eau. Excusez-moi, c'est l'émotion. Voilà, je trouve que c'est trop complexe d'aller rechercher les analyses. Atmos, c'est réservé. Je ne sais pas à qui, mais ce n'est pas assez communiqué. La communication, c'est le nerf de la guerre. Simplifions, communiquons, et on aura des citoyens engagés. Voilà. Ce n'était pas une question, c'est une remarque. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? S'il vous plaît. N'hésitez pas. Ou alors, moi, j'ai le droit de poser une question. Ah, allez. Solidaire, Marie-Véronique, Mata Agri aussi. C'est une question qui m'est venue lorsque Jean-Baptiste et Mathilde ont parlé des emballages et puis des plateaux repas en plastique. Moi, j'avais un peu des questions par rapport à la migration du plastique dans les aliments, parce que je me dis un plateau repas qui va être utilisé vite fait, les aliments ils vont rester 10 minutes dedans. Est-ce que là, ça a vraiment le temps de migrer? C'est pas la même chose un emballage longue conservation, on va garder des choses pendant, 6 mois, 1 an, et puis des plateaux à usage unique. Voilà un petit peu ces histoires de courbe, température, durée, machin. Il y a plusieurs paramètres qui vont accélérer la migration du plastique, en tout cas de composés du plastique. Souvent, ce sont les phtalates ou les antioxydants, des choses qui sont rajoutées dans le contenant alimentaire. C'est donc la durée. Donc vous avez raison, peut-être que quelque chose de rapide, ça ne va pas forcément avoir le temps de migrer. Mais vous avez la qualité, la nature de l'aliment. Si c'est gras, si c'est acide, ça va accélérer et ça va détériorer certaines parties du contenant. Et puis vous avez aussi la température. Donc si vous mettez quelque chose de froid versus quelque chose de chaud, ça va augmenter la capacité à extraire les molécules du plastique. Donc mis ça bout à bout, plus l'usure des plateaux, plus le fait que vous allez en plus ingérer des microplastiques qui vont aussi avoir ces additifs, ce genre de solutions, ce sont des fausses bonnes idées. Vas-y. Juste en Inde, ils ont les grosses assiettes compartimentées en dalle. Pour le dalle, c'est de l'inox. Donc en fait, il y a peut-être d'autres choses à penser. Ouais. Ah, attendez, vas-y. Juste un tout petit truc. L'homme a toujours des idées parfois sympathiques. Donc on avait fait signer à la charte Ville et Territoires sans perturbateurs endocriniens à la ville de Limoges. Et qu'est-ce qu'a fait la ville de Limoges? Qu'est-ce qu'ils savent faire? C'est de la porcelaine. Donc ils ont décidé de supprimer tout ce qui était en plastique dans la cantine et de fabriquer une porcelaine légère et incassable
qu'ils ont offert à tous les restaurateurs, comment on pourrait dire, des enfants, quoi. Donc oui, là la réponse elle était géniale. Il y a un savoir-faire ancestral et puis il y a une réponse non toxicologique majeure sur le sujet, quoi. Ça c'était sympa. Moi, je vais me permettre une question parce que sur le territoire, on sait qu'il y a un acteur agroalimentaire important qui est le groupe La Nature, et je sais qu'il y a une personne qui travaille à l'intérieur, notamment en charge de l'innovation. Luc, si je peux me permettre de poser une question, parce que je ne veux pas le présenter à sa place, mais j'aimerais avoir la vision d'un acteur de l'agroalimentaire, notamment un acteur de l'agroalimentaire en bio, sur des questions de contenants plastiques, notamment. Vous travaillez aussi sur les cosmétiques, ça c'était la table ronde précédente. Et alimentaire, comment, quand on est un acteur dans ce secteur-là, on a le pouvoir d'agir sur l'achat, peut-être par exemple, et aussi dans la recherche sur, je ne sais pas, est-ce que vous financez la recherche sur des contenants et aussi sur les cahiers des charges sur les aliments que vous achetez? Bonjour, donc Luc Gauduchon, directeur R&D Léa Nature pour la partie alimentation, santé, diète en GMS. Alors, pour ce qui est du sujet des emballages, Léa Nature a participé il y a quelques années à un projet européen de recherche où on cherchait à identifier et tester, donc on en a testé pas mal dans nos usines, des plastiques, je dirais, moins perturbants que les existants, notamment pour remplacer du multicouche par du monocouche plus recyclable. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que on n'a pas la taille critique, malheureusement, pour travailler vraiment là-dessus avec un pouvoir très important, parce que malheureusement, le bio, et nous on est bio, aujourd'hui, c'est à peu près 5, 6, 7% du marché. Et pour pouvoir agir sur les emballages, il faut des volumes énormes. Et on a testé beaucoup de choses, mais on n'a pas pu aller beaucoup plus loin parce qu'il aurait fallu qu'on soit beaucoup, beaucoup plus gros pour vraiment faire bouger les filières sur du plastique en alimentation. Donc, ça a été un peu une déception. Alors, c'était très intéressant comme projet européen. On a travaillé avec des laboratoires de différents pays. Mais là-dessus, je pense qu'il faut vraiment que les autorités se bougent, qu'il y ait de la fiscalité, des réglementations, des lois pour obliger et pas simplement pour suggérer gentiment de changer les choses. Parce que les gros, les très gros, ils se bougent pas beaucoup. Et remplacer le plastique, c'est pas facile, mais je pense que si un gros acteur s'y met, il y a vraiment des choses à faire. Sinon, plus généralement, nous, on est des industriels, donc on teste, on a beaucoup de solutions, on fait beaucoup d'emballages en verre, ça on aime beaucoup. Le verre, c'est chouette. Bon, on est conscient qu'au niveau carbone, c'est pas terrible, mais on teste du réemploi qui permet d'utiliser 7 à 10 fois un même contenant avant qu'il soit un peu perdu dans la nature. Donc ça, le verre réemployable, je pense que c'est vraiment une belle solution. Et voilà, on y participe largement. Sur les plastiques, j'en ai parlé, et je pense qu'il faut une masse critique énorme pour vraiment y aller. En dehors de faire du monomatériau plutôt que du multicouche, ça on y arrive. Mais pour vraiment trouver du papier qui migre pas, qui soit étanche, ça malheureusement, j'ai pas la solution. Et après, bien entendu, tout ce qui est lié aux perturbations endocriniennes liées aux pesticides, nous on est bio, donc en bio il y a très peu de pesticides autorisés, et c'est tous des pesticides naturels, par exemple des huiles essentielles. Donc je pense qu'il y a un facteur énorme entre l'impact en bio et l'impact en conventionnel au niveau des perturbations endocriniennes liées à la production agricole. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Merci. Allez-y. C'est juste une petite précision parce que le EndoTrouble est financé par l'INCa notamment, et vous êtes intervenu juste sur Jeune Pousse. La première expérimentation, il y a eu un cofinancement de l'INCa sur le même projet. Et voilà, donc je tenais à le repréciser parce que on est filmé et que et qu'il faut le repréciser parce qu'ils ont participé. Tu voulais peut-être réagir ou... Non, c'était juste que ça m'a fait penser à quelque chose
que j'ai relu récemment, qui est le livre de Theodora Colborn, donc Our Stolen Future, et elle dit dedans que, en fait, il faut qu'on pose le problème différemment. C'est-à-dire que là, on est face à un problème qu'on n'avait pas envisagé. Donc avec cette pollution massive, il faut poser le problème différemment et que la substitution par des produits de remplacement n'est que transitoire et que c'est une vraie reconstruction qu'il faut faire sur les 50 prochaines années. On est déjà à 30 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est toujours sur cette idée qu'il faut toujours trouver un substitut. Et je pense que comme le bio l'a fait pour l'agriculture, il y a une autre façon de penser. Et donc voilà, c'était juste ça. Toute petite. Sur quelque chose, merci. Bonjour, je m'appelle Karine Weck, j'ai été l'animatrice des ateliers cuisine Jeune Pousse en 2025, j'espère en 2026, et je voulais juste faire le lien entre ce que vous avez dit tous, parce que ce projet il a permis quand même à un certain nombre de mamans, enfin futures mamans, d'aller à la rencontre des producteurs et effectivement d'avoir le bon d'achat, c'était pas rien, c'était 15 € par semaine sur 6 mois. Ça a permis qu'elles prennent de nouvelles habitudes et qu'elles végétalisent leur assiette et qu'elles apprennent à découvrir des nouveaux légumes, qu'elles aillent à la rencontre des producteurs. On a fait des recettes en 10 minutes qui étaient top, qu'elles ont reproduites, qu'elles déclinent, et voilà, c'était génial. Voilà. Merci. Je pense que la conclusion, manger des légumes dans des contenants en verre, tout ira bien. Merci à tous.